Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc, on va vous présenter donc un cas clinique concernant l'articulation du genou. C'est un cas clinique qui se veut plutôt didactique pour améliorer un peu nos pratiques au quotidien, ne serait-ce que diagnostic et thérapeutique. Donc, je suis le docteur Anthony Vasvich, donc chirurgien du genou. Je vais vous présenter le cas clinique avec le docteur Thierry Boucher, qui est également chirurgien du genou, le docteur Jean-Christophe Mignot, médecin du sport, donc à la clinique Drouot, et le docteur David Petrover, radiologue également aussi dans le groupe de la clinique de Drouot. Donc, c'est une jeune femme de 22 ans qui est étudiante, qui pratique la gymnastique, qui consulte pour un traumatisme de son genou droit, qui est arrivée en dansant il y a une semaine, où elle a senti une sensation de déboîtement ou dérobement du genou. C'est souvent ce qui est exprimé par les patients quand ils viennent à la consultation, et qui, dans un mouvement d'auto-manipulation, soit de flexion-extension, soit un autre type de mouvement, a réduit le problème, a réglé le problème, et elle vient vous consulter sans examen complémentaire. Donc physiquement, c'est une jeune femme de 1,65 m pour 52 kg qui est en génu valgum avec un bel épanchement intra-articulaire à deux croix, qui a un genou qui est entre 0 et 60, donc qui plie pas très bien et qui a une douleur au niveau médial de la patella, donc en interne, et qui, à l'examen ligamentaire, ne présente pas de particularité, ni dans le plan frontal, ni dans le plan sagittal, puisqu'on a un arrêt dur au test de Lachman. Voilà, donc la question numéro 1 qui vous est proposée, c'est quel examen complémentaire prescririez-vous en premier face à ce type de présentation clinique et de données d'histoire du traumatisme? A, une échographie du genou, B, une radiographie du genou, C, une IRM du genou, D, un arthroscanner du genou, E, aucun. Voilà, vous avez 10 secondes. Donc, si vous étiez présent lors du premier cas clinique, on vous a donné des indications sur les examens qui nous étaient indispensables, qu'il était indispensable de réaliser en termes d'examens complémentaires de radiographie dans le cadre de genoux douloureux ou de genoux traumatiques. Voilà, les réponses vont s'afficher. Donc, excellent. Écoutez, vous avez bien retenu ce que on vous avait dit du premier cas clinique, hein, des radiographies du genou, à minimum de face et de profil. Et je pense passer la parole au docteur David Petrover, radiologue, concernant la réalisation de ces examens complémentaires et de ce que l'on voit dessus. Ben oui, donc la bonne réponse, c'était effectivement des radiographies du genou, comme on vous l'a dit pour les autres cas cliniques. La radio reste indispensable pour éliminer essentiellement une fracture, c'est-à-dire une forme grave du diagnostic de cette patiente qu'on évoquera après. Ici, vous pouvez d'emblée visualiser sur la radio qu'elle n'est pas tout à fait normale. Les interlignes, certes, sont normales, mais si vous regardez le cliché de profil, vous allez noter que vous avez ce qu'on appelle le signe de l'éperon. Vous avez un croisement des deux lignes du fond de la gorge trochléenne avec un petit éperon osseux qui le surmonte là et qui signe une dysplasie du fond de la gorge trochléenne. Ça, c'est important à noter. Et de la même façon, si vous regardez la rotule, eh bien, la ligne corticale du fond de la gorge, du fond de cette corticale, de la patella, en fait, est dédoublée. Normalement, ici, il n'y en a qu'une seule. Autrement dit, ça traduit une bascule rotulienne. Donc, vous avez à la fois une bascule rotulienne et à la fois une trochlée dysplasique. Donc, la bonne réponse était effectivement une radiographie. Au passage, je vous rappelle que l'échographie du genou n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est d'étudier l'appareil extenseur. Donc, c'est plus pour voir les ménisques, pour voir, pardon, les ligaments ou les tendons et éventuellement apprécier un épanchement du genou. Mais pour tout le reste, en fait, on ne va pas bien le voir en échographie, donc ça n'a vraiment pas d'intérêt. Et c'est trop souvent demandé à mauvais escient. Donc, vous avez fait le bon diagnostic, vous n'avez pas eu de fracture à la radio et la patiente, elle, a heureusement pour les cabinets de radiologie, fait son IRM et je vous remercie encore une fois de prescrire cette IRM. Donc, cette patiente revient avec cette IRM à 3 semaines et on vous demande si vous avez vu quelque chose sur cette IRM qui vous conforte dans votre supposition diagnostique. Donc,
Sur cette IRM, vous évoquez un épanchement spontané de l'articulation, une monoarthrite du genou. Est-ce que vous évoquez une rupture spontanée du ligament croisé antérieur, parce qu'elle n'a pas eu un grand traumatisme, une rupture de l'aileron latéral de la rotule, vous évoquez une fracture du fémur, ou est-ce qu'enfin vous évoquez une luxation de la rotule, mais qui se serait spontanément réduite? Donc là aussi, vous avez quelques secondes pour répondre. Et normalement, sur cette IRM, il se présente toujours comme ça, ces patients, avec plutôt un diagnostic de gros genoux, avec un vague traumatisme qui est parfois passé un peu inaperçu. Eh bien, vous pouvez évoquer ces différents diagnostics, effectivement. Et donc, vous avez répondu une rupture de l'aileron latéral dans la moitié des cas et une luxation de rotule réduite qui était la bonne réponse dans presque l'autre moitié des cas. Alors effectivement, c'est vraiment caractéristique de la présentation de ces patients. Et sur l'IRM, pour confirmer le diagnostic, qu'est-ce qu'on va chercher? Alors ici, ce n'était pas l'aileron latéral, mais c'est l'aileron médial ici qui est désinséré. Regardez, vous voyez bien la forme de votre rotule. Et ceux qui ont évoqué l'aileron, je pense que vous avez vu l'aileron, mais vous vous êtes trompé de côté. Donc c'est bien la désinsertion ici de l'attache du ligament fémoro-patellaire entre le début et la patella qui est désinsérée totalement et qui signe en fait une luxation en dehors de votre rotule. Et si vous avez un doute sur ce diagnostic encore, eh bien vous regardez les autres coupes de votre IRM. Donc ici, on va vous montrer sur la diapo suivante un aspect caractéristique. Au moment de la luxation et au moment de la réduction, vous avez l'œdème. Et l'œdème signe toujours l'endroit où l'os a tapé. Donc, pour que l'os patellaire puisse taper l'os fémoral, il faut qu'à un moment donné, eh bien, les deux os se soient rencontrés. Donc, ici, vous avez avant la réduction, ce qu'on ne voit jamais normalement, et bien sûr qu'on ne fait pas l'IRM à ce stade-là, eh bien, on voit le moment de l'impaction osseuse, comme à Bill Bocquet est sorti de sa place, et bien ensuite la boule vient se remettre à sa place. Et c'est pour ça que ces patients ont une rotule qui est spontanément réduite lorsque vous les examinez. Ils ont uniquement l'énorme épanchement et souvent, cliniquement, la douleur interne qui correspond soit à la contusion osseuse, ici que vous voyez sur le fémur, soit le ligament fémoro-patellaire qui est douloureux puisqu'il est désinséré, vous l'avez vu ici. Et donc, les signes de gravité, ça va surtout être rechercher une lésion cartilagineuse à l'IRM parce que sur la fracture, sur la radio, pardon, vous avez éliminé l'autre signe de gravité qui serait une fracture ostéochondrale. Donc, cette jeune femme revient au bout de 3 ans simplement, mais avec 3 épisodes supplémentaires de luxation de rotule. Et donc, c'est une indication d'opération souvent pour dégrader encore plus sa rotule et on va envisager quelques examens complémentaires dans cette idée de la stabiliser. Voilà, cette question 3, c'est comment complétez-vous votre bilan? Donc A, une IRM seule, B, un arthroscanner, C, une arthroscopie diagnostique, D, des radiographies spécifiques et la TAGT avec le scanner et l'IRM ou pas rien. Et donc, vous avez répondu principalement, enfin 45% des radiographies spécifiques, TAGT, etc. Et c'est la bonne réponse parce que ça va permettre d'avoir une analyse, je dirais, morphologique qui va nous aider à trouver la meilleure chirurgie de stabilisation chez cette jeune femme. Donc, on voit sur ces radios standards le profil qui est très évocateur, bon, à droite et à gauche. Donc, David nous a déjà décrit cet éperon trochléen qui, avec ce signe du croisement, qui signe un stade avancé dans la classification de jour, peut-être un stade D. Deuxièmement, on peut mesurer la hauteur de la rotule, qui sera importante dans la décision de descendre cette rotule, avec cet index de Caton-Deschamps, on appelle ça comme ça, qui doit être entre 0,8 et 1,2, et là un peu supérieur. Il y a aussi d'autres tests comme le test d'Insole, mais celui-là est le plus utilisé en France. Et à gauche, on voit bien que la hauteur de rotule est également importante, mais elle n'a pas eu de luxation. Sur les radiographies de droite, c'est le défilé fémoro-patellaire à 60 degrés, à 30 degrés,
et en rotation externe qui sensibilise la subluxation externe, qui n'est pas énorme ici. Ce qu'on voit quand même, c'est la dysplasie trochléenne où l'angle est assez aplati, hein, c'est plat, et on voit aussi quand même cet arrachement osseux cicatrisé, probablement un ancien arrachement qui a consolidé sur le bord interne de la rotule, qui correspond aux IRM qu'on avait vu avant. Donc, l'image suivante, c'est des radiographies dynamiques de profil qui montrent encore plus en contraction du quadriceps, qui vont montrer cette rotule haute, hein, qui est subluxée, donc avec une image qui n'est plus de profil de la rotule, mais presque de face d'ailleurs, parce qu'elle est subluxée de façon importante et haute. Et pour l'analyse des autres examens, scanners, je repasse la parole à David. Alors là, c'est le troisième examen en dehors de l'IRM et des radiographies simples. C'est ce qu'on appelle un scanner avec mesure des TAGT. En fait, c'est un scanner normal. Il n'y a rien de particulier, mais on va superposer l'image qui a été acquise au niveau du fémur avec celui qui a été acquis sur celui du tibia. Et donc, on va plaquer les deux images l'une sur l'autre, ce qui va permettre de superposer la coupe qui passe par le fond de la gorge trochléenne avec celle qui passe par la tubérosité tibiale antérieure. Et donc, on fait simplement une mesure de la distance entre le fond de cette gorge trochléenne avec la TTA. Et si elle mesure plus de 2 cm, eh bien, elle signe une translation trop importante et donc une tendance, un facteur favorisant d'instabilité de rotule. Alors, merci pour l'analyse. Donc, on a vu que cette patiente, elle avait un signe donc, de Caton qui était supérieur à 1,2. Ça veut dire qu'elle avait une rotule haute. Sur les clichés en quadriceps contracté, elle a une bascule rotulienne qui est très importante, ce qui signe une laxité interne de son MPFL. Sur la TAGT, elle était à plus de 20 mm, qui montre très bien donc une insertion du tendon rotulien plutôt latéralisée. Donc, à partir de ces données-là, quel traitement chirurgical ne recommandez-vous pas pour cette patiente? Donc, une seule bonne réponse. Grand A, une TTA de médialisation. Grand B, une TTA d'abaissement. Grand C, une plastie du ligament fémoro-patellaire médial. Grand D, une section de l'aileron latéral de la rotule. Ou grand E, une trochléoplastie. Donc, vous avez 10 secondes pour répondre. Donc, vous avez répondu majoritairement la section latérale de l'aileron de rotule. Alors, la bonne réponse, ou plutôt la mauvaise, entre guillemets, c'est la trochléoplastie qu'on ne va pas recommander d'emblée. Pourquoi? Parce que la chirurgie de l'instabilité rotulienne vise essentiellement à corriger les anomalies. Comme on dit, hein, on fait une chirurgie un peu à la carte. Et si on a une rotule qui est trop haute, on va vouloir l'abaisser. Si on a une rotule qui est trop latéralisée, on va vouloir la médialiser. Si la laxité de la rotule est trop importante, on va vouloir mettre un ligament pour pouvoir corriger cette laxité. L'aileron externe, lui, fait un peu partie de la voie d'abord de notre chirurgie. Régulièrement, on va le couper quasiment de manière systématique, de manière à libérer les tractions externes de la rotule pour qu'il l'attire vers l'extérieur. En revanche, la trochléoplastie, on va la réaliser quand on a des anomalies trochléennes très importantes sur un stade D de la classification de 2 jours, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, quand on a vraiment une bosse plutôt à la place d'une trochlée plate. Et souvent, c'est aussi un geste chirurgical qu'on va conserver pour les reprises après les gestes plus conventionnels. Alors, on va regarder les différentes techniques. Donc, la ligamentoplastie du ligament fémoro-patellaire médial a été assez diffusée en France depuis ces dernières années. Il y a différentes techniques qui ont été établies. C'est un geste qui est relativement simple qui est relativement simple à réaliser, mais qui peut être rapidement gagogène si jamais la plastie est mal
positionné ou trop tendu et peut entraîner des raideurs du genou. On est d'accord que chez cette patiente, Thierry, qui présente cette bascule rotulienne très importante sur les clichés en contraction, c'est plutôt une bonne indication de réaliser ce geste-là. Et pour moi, ça ferait partie de ma stratégie chirurgicale de le proposer. Tu es d'accord avec ça, Thierry ? Oui, on corrige un deuxième élément anatomique déficient, c'est-à-dire ce rappel interne en plus de l'ostéotomie de la TTA que tu vas décrire après. Oui, bien sûr. Donc la section de l'aileron externe, elle fera partie quasiment de notre voie d'abord, c'est-à-dire que quand on incise, on va couper de manière systématiquement cet aileron externe. À noter que la section de l'aileron externe isolée, je pense que n'a pas d'indication dans les stabilisations de rotule à partir du moment où il y a eu plusieurs épisodes. Hein. Vraiment, c'est un geste qu'on associe tout le temps, mais qu'on ne fera pas de manière isolée. Hein. Pour la TTA, donc la TTA, je rappelle la technique chirurgicale, en fait, notre rotule qui est trop haute, hein, dont son niveau est donné par le trait horizontal que vous pouvez voir ici, on va, pour l'abaisser, décrocher son insertion tibiale au niveau de la tubérosité tibiale antérieure. On prend une bonne baguette, voilà, qui nous permet de tracter vers le bas et aussi de pouvoir médialiser la position de cette TTA de façon à abaisser la rotule et à la médialiser, donc à l'écarter du plan externe. Cette TTA sera maintenue à l'aide de 2 vis corticales. Voilà l'exemple d'une radio et d'une TTA qui a abaissé, qui a médialisé la rotule. Donc en fait, on va guider notre rotule à l'aide de son insertion osseuse. Donc ça nécessite une immobilisation de 6 semaines derrière dans une attelle en extension, et la kinésithérapie pourra être réalisée de manière passive dans un secteur de stabilité de notre TTA qui aura été vu durant l'intervention chirurgicale. Donc chez cette patiente qui a une rotule qui est supérieure à 1,2 à l'indice de Caton, donc pour moi c'est une indication à abaisser cette rotule. La TAGT, elle était à 24 mm, donc pathologique, donc ça veut dire que l'insertion était trop externe, donc il faut aussi médialiser la rotule. Donc on a la chance par cette intervention de pouvoir réaliser les 2 gestes d'abaissement et de médialisation chez cette patiente. Je pense juste, Thierry, tu as quelque chose à ajouter sur le traitement peut-être chirurgical? Tu aurais proposé autre chose? On a corrigé plusieurs défauts que tu as signalés. Cette bascule extérieure, cette baïonnette, donc on repositionne la rotule et en plus, on peut peut-être refaire le ligament interne anatomique. Voilà. C'est ça, voilà. Donc, pour cette patiente, on aura opté pour une TTA d'abaissement médialisation associée à un MPFL et bien sûr la section de l'aileron externe. Voilà. Donc, c'est vraiment une chirurgie à la carte sur laquelle on a choisi plusieurs options. Voilà. Faire toutes les options en même temps avec la trochléoplastie, ce n'est pas recommandé, ça fait un peu trop pour le genou d'un coup. Voilà. On vous remercie bien d'y avoir participé. J'espère que ça aura été intéressant pour vous et que on aura pu aussi répondre à vos questions qui auront été posées durant le cas clinique et que vous pouvez aussi poser secondairement à travers les réseaux sociaux. On sera attentif pour pouvoir y répondre. Voilà. Je vous remercie bien. Je repasse la parole peut-être à Stéphanie Lavigné pour conclure.